vous venez de parler des intuitions d'Einstein et de Léonard de Vinci. On pourrait peut-être justement aborder cette notion, encore un singulier, l'intuition, on se méfiera, l'intuition qui n'a pas très bonne presse, au fond, dans notre tradition. Elle n'est pas très valorisée. D'ailleurs, les femmes sont intuitives, les hommes sont des êtres rationnels. Non, c'est ce qu'on dit, je n'en crois pas un mot, bien sûr. Je ne laisserai pas cette observation sans commentaire. Vous avez raison. Mais on peut s'arrêter à cette notion d'intuition. Quelle place occupe l'intuition ou les phénomènes ou les processus intuitifs dans votre travail? Je vous remercie de cette question parce que l'intuition est le sujet sur lequel j'aurais aimé faire un cours au Collège de France. Puisqu'au Collège de France, nous devions, puisque je ne fais plus de cours, nous devons traiter des sujets sur lesquels nous ne savons pas grand-chose et qui nous paraissent intéressants et complexes. Donc, l'intuition, c'est un très beau concept qui est effectivement, malheureusement, encore un des concepts au singulier et qui recèle sans doute un ensemble de processus, de facultés apparus au cours de l'évolution. Je crois que à peu près tout ce que nous avons discuté et toutes les questions que vous avez bien voulu me poser sont pertinentes et ont quelque chose à voir avec cette question de l'intuition. Parce que lorsque un juge dit que dans un jugement criminel, avec 2500 pages de lois, de règles, finalement, il a pris sa décision à partir de ses viscères, ses gut feeling en anglais. Quand on a parlé du réel, quand on a parlé de l'action, de l'inhibition, du faire, nous avons parlé des différents étages de l'imagination, de ce qui compose finalement une intuition. Et donc, il faut faire très attention, comme pour l'empathie, comme pour la décision, de ne pas caricaturer ces grands concepts dont tout le monde sait qu'ils sont en fait très, très complexes. Alors, les hommes et les femmes. Il y a de grandes différences entre le cerveau des hommes et les femmes. C'est un sujet difficile parce que il est souvent aussi dénaturé. En ce qui concerne l'espace, moi je travaille beaucoup sur cette question, sur la navigation. C'est intéressant aussi dans le domaine du sport à cause de la gestion des espaces. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ces questions, pas seulement pour l'espace intercorporel comme pour l'escrime ou en basket, etc., mais aussi pour des jeux qui impliquent la navigation, les jeux d'orientation dans l'espace. Il y a de très grandes différences entre la façon dont le cerveau des femmes et des hommes travaillent. Les femmes préfèrent, je l'ai dit, la description séquentielle, souvent. Les hommes préfèrent souvent d'emblée une description cartographique. Les femmes, par contre, peuvent prendre en compte dans l'espace beaucoup mieux que nous, les hommes, des aspects multiples, une multitude de tâches à faire ou d'éléments, etc. Bon. Donc il y a des différences anatomiques. Et puis il y a entre les hommes et les femmes, en ce qui concerne l'espace, des différences importantes sur en ce qui concerne les estrogènes et la testostérone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même activité spatiale chez une femme à différents moments du mois, du cycle menstruel, elles ne répondent pas de la même façon. C'est parce que les estrogènes, qui influent sur les différentes parties du cerveau qui sont impliquées dans le traitement de l'espace, jouent à 2 degrés divers. Et chez nous, les hommes, c'est le matin et le soir, et l'été et l'hiver, et dans les fluctuations de la testostérone. Et autrement dit, il y a des différences qui ne sont pas seulement anatomiques, physiologiques, mais aussi dans ces grands principes modulateurs. Voilà. Donc, je crois que avoir répondu à ce défi, il faut éviter de caricaturer cette immense notion d'intuition, tout en reconnaissant le fait que souvent, nous arrivons à résoudre des problèmes, à trouver des solutions, comme l'a fait Poincaré avec les équations différentielles, ou comme nous le faisons, d'une façon soudaine. Et moi, j'ai donné l'exemple du fait que je pouvais résoudre le problème
de l'intersection d'un hyperboloïde et d'un paraboloïde quand j'étais en taupe. Pas du tout comme faisaient mes copains qui écrivaient des équations, parce que j'étais nul en maths, mais avec des points cycliques qui me permettaient de résoudre le problème très rapidement, parce que j'utilisais ce qu'on peut appeler une intuition, mais qui en fait était au fond un processus vicariant, c'est-à-dire une aptitude que j'avais de résoudre un problème, pas forcément de la façon dont il est posé. Et je pense qu'une partie de ce qu'on appelle intuition, c'est aussi la capacité de découvrir quelque chose par soudainement la capacité, comme le montrent mes amis de psychologie de l'enfant, par exemple l'école d'Olivier Houdet ici à Paris, d'inhiber des stratégies cognitives que nous avons l'habitude d'employer pour tout d'un coup, par cette inhibition de l'habitude, laisser naître une autre solution dont notre cerveau créateur peut à ce moment-là faire plein emploi. Lorsque vous étiez élève en classe préparatoire, ce n'était pas la voie royale que d'utiliser cette démarche. Dans le sport non plus. Le sport qui est totalement obnubilé par le rendement, la compétition, les résultats chiffrés au millième de seconde. L'intuition n'a peut-être pas la place qu'elle devrait avoir. Ah, moi je crois pas ça. Je crois justement que dans le dernier dixième de milliseconde, ce qui fait la différence, c'est justement l'émergence soudaine, peut-être, pour certains, dans certains cas, il faut être prudent, de quelque chose qui vient et qui n'était ni prévu, ni programmé, mais qui permet justement la botte de Nevers, là, ou sa nouvelle variation, son invention, voilà, peut-être. Mais ça, c'est aux sportifs de parler, pas à moi, le physiologiste.